6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et un dessin de Rançon dans Aujourd'hui en France qui vaut tous les éditos dans la presse ce matin. On y voit deux profs. Alors ils sont un peu caricaturaux, costume vert, chemise jaune, vieux cartable en cuir fripé, collier de barbe. Le premier dit à l'autre: on va rétablir l'autorité à l'école. Et le second répond: je te fiche mon billet que là aussi on ne finira pas le programme. Même thématique en une de Direct Matin, l'école exclut l'intégrisme. Libération en pages intérieures décrypte le civisme en 11 leçons et fait le tri entre les mesures réchauffées, les mesures nouvelles et ambitieuses et les mesures nouvelles mais symboliques. La Croix titre sur les élections en Grèce: les Grecs entre révolte et épuisement. Des Grecs décrits comme exténués par 5 ans de rigueur. Franchement plus enthousiaste, l'Humanité. Avec Syriza, le peuple grec peut raviver l'espoir en Europe. Le Figaro nous propose une bien étrange photo, une sorte de rocher en noir et blanc. Ce sont, titre le quotidien, les nouvelles cartes postales de la sonde Rosetta, image détaillée de la comète sur laquelle s'est posé le petit robot Philae. Puis le journal nous ramène brutalement sur Terre avec l'autre moitié de sa une. Irak-Syrie, les Occidentaux s'installent dans une guerre longue. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes ce matin? Eh bien, celle de Corse Matin avec cette question: Yvan Colonna sera-t-il rejugé en 2018? Et si la question se pose, eh bien, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé recevable une de ses requêtes dans l'affaire Erignac. Dans la Provence, la nouvelle grève des éboueurs, elle a commencé hier et c'est parti pour durer, nous dit le quotidien marseillais. 11 arrondissements de la ville concernés. Et puis, conséquence du trafic perturbé dans le tunnel sous la Manche, 1200 élèves privés d'école, c'est à la une de Nord Littoral. Les cars scolaires n'ont pas pu circuler à cause des bouchons sur l'autoroute A16 entre Dunkerque et Calais. Et les perturbations pourraient bien se poursuivre ce matin. Grâce à la Voix du Nord, vous nous emmenez à présent à l'hôtel et c'est du 4 étoiles, s'il vous plaît. Marion Calais ne plaisante pas sur le standing. On sait recevoir dans le Pas-de-Calais, figurez-vous. Le problème, c'est que ça ne fait pas forcément l'unanimité. Comme à Lens, où le bailleur social de plusieurs maisons des mines, juste en face du Louvre-Lens, a décidé de créer donc un hôtel 4 étoiles, de part et d'autre du bloc de maisons, les parties communes, réception, restaurant et les maisons transformées en chambres avec accès direct par la rue, réaménagement total donc, même si, attention, la façade extérieure avec ces briques rouges, c'est quand même assez joli. Cette façade extérieure, elle sera conservée. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des habitants dans ces maisons. Le bailleur leur propose donc un autre logement dans son catalogue. Certains ont accepté, mais d'autres, comme Daniel par exemple, ne l'entendent pas de cette oreille. Ça fait plus de 40 ans qu'il vit là. Il veut y mourir, il faudra un fusil, dit-il, pour me déloger. Bon, peut-être moyen de trouver une solution alternative quand même avant le fusil. C'est donc à lire dans La Voix du Nord ce matin. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va en Argentine, pays secoué par la mort bien mystérieuse d'un célèbre procureur. Ça ressemble à un mauvais polar, cette histoire. Ouais, vous allez comprendre, il s'appelait Alberto Nisman et enquêtait sur l'attentat le plus dramatique de l'histoire du pays. 85 morts dans une attaque à la voiture piégée. C'était contre une association juive de Buenos Aires. C'était il y a 20 ans. Jamais aucun coupable arrêté. Mais le procureur avait du nouveau, du sérieux, disait-il. Une piste qui menait au Hezbollah libanais et à l'Iran. Mais par-dessus tout, Alberto Nisman mettait en cause le pouvoir argentin lui-même, en tête la présidente Cristina Kirchner, accusée d'avoir couvert les Iraniens pour des raisons commerciales. Et on sait comment il est mort, ce procureur alors ? On l'a retrouvé dimanche dernier dans son appartement avec une balle dans la tête. Le lendemain, il devait témoigner devant le Congrès. Curieusement, la police a tout de suite parlé de suicide. Mais aujourd'hui, le scénario n'est plus clair du tout. La présidente Kirchner elle-même n'y croit pas, mais elle rejette évidemment toute implication. Elle répète que le procureur faisait fausse route, que son dossier était un château de cartes et qu'il a été manipulé, éliminé par d'anciens agents du renseignement. Elle le dit d'ailleurs sur sa page Facebook. Maintenant, les chefs d'État parlent sur leur page Facebook. Évidemment, tous les journaux argentins racontent cette histoire. L'opposition dénonce une tragédie, réclame l'indépendance de la justice. Les médias donnent aussi la parole aux familles des 85 victimes de l'attentat. Le procureur est désormais la 86e victime, c'est ce que disent ces familles. Elles ont manifesté à Buenos Aires. Elles redoutent maintenant de ne jamais connaître la vérité. C'est un petit parfum de scandale national quand même. Ça ressemble vraiment à un mauvais polar. En ce moment, en Argentine. À la une de la presse économique, Axel de Tarlet. Alors vous avez scotché sur les Échos ce matin. Croissance européenne, la révolution de Draghi. Draghi du nom du président de la Banque Centrale Européenne. Voilà, c'est la grande mesure qui a été faite hier pour faire repartir l'économie européenne. Que fait-on ? On rachète les dettes d'État. Alors ça peut sembler curieux, abscon pour beaucoup, mais en fait, que se passe-t-il ? Une dette,
ces dettes. L'argent était bloqué. L'État français rembourse ses dettes en 2020, en 2030. Donc l'argent était bloqué en 2020 ou jusqu'en 2030. Vous voyez, il était stérilisé. Donc qu'a fait Monsieur Draghi? Il arrive, il reprend les dettes et à la place, il dit tenez, je vous donne du cash immédiatement disponible. Pour vous donner une image. Il a une super imprimante à billets, monsieur voilà, Draghi, c'est pour ça la différence entre lui et nous. C'est pour ça qu'on donne cette image d'imprimer des billets. Ouais. Mais pour reprendre l'idée, c'est exactement comme vous avez une épargne qui est bloquée pendant 5 ans. Eh bien, on dit cette épargne, je la débloque. Et donc, à la place, vous vous retrouvez avec du liquide qui est immédiatement disponible, vous voyez. Et c'est cette idée donc de faire marcher la planche à billets. Et quand on a de l'épargne, quand on a de l'argent disponible, on a envie de le dépenser. Alors, ce qui est nouveau hier, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il fasse tourner la planche à billets pour 500 milliards. Il l'a fait pour 1100 milliards, pour 2 fois plus qu'attendu. Hein. Voilà. 1000 milliards donc, mais qui va avoir cet argent, Axel ? Alors cet argent, évidemment, il passe par les épiciers de l'argent. C'est qui ? Ce sont les banques. Voilà. Donc ce sont les banques qui vont se retrouver avec des tonnes de cash, d'argent liquide sur leur compte. Et donc on se dit qu'elles vont le prêter à profusion. Il ne faut pas les braquer une agence, on revient. Alors que concrètement, ça va faire baisser les taux qui sont encore tombés là en France 0,6%. Ce qui veut dire que dans l'immobilier, les crédits vont être encore plus bas. Ce qui veut dire que les renégociations, il faut y aller dans les semaines à venir. Voilà, ça va encore baisser. C'est M. Draghi qui l'a fait. Ça fait baisser l'euro, évidemment. Comme l'euro est abondant, il baisse. Il est au plus bas depuis 11 ans, ce qui va favoriser les exportations. Et puis ça va faire repartir un peu l'inflation, ce qui fait qu'on va revenir avec cette mentalité. Vite, il faut que j'achète avant que les prix n'augmentent. Donc vous voyez, tout ça mis bout à bout, on espère que ça va faire repartir l'économie. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui ont fait ce programme de rachat de dette. Écoutez, ils sont à 4% de croissance, les Américains, et les Anglais à 3%. Donc on espère, on croise les doigts. On croise les doigts et on passe un petit coup de fil au banquier ce matin. Comment ça va? Bon week-end, monsieur le banquier. À la télé, c'est la télé comme on l'aime ce soir. Le grand échiquier sur France 2 à 22h45, Eva Rock. Le 12 janvier 1972 apparaît sur les écrans noir et blanc de nos télés une émission mythique présentée par Jacques Chancel. Bonsoir. Une autre émission, un nouveau titre, Le Grand Échiquier, le numéro 1 d'une série qui en comptera 13. Il en a compté beaucoup plus que 13. C'était, vous savez, le temps des directs avec orchestre, la rencontre de la variété et du classique, des plateaux totalement enfumés sur lesquels on sirotait volontiers un verre. Thomas, c'était le temps des copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Son petit bleu beige, Georges Brassens souvent. Qui y avait sur le plateau? Il y avait Brassens, Lino Ventura, Raymond DeVos avec la clarinette, les compagnons de la chanson, César. Enfin, c'était absolument incroyable. Alors ce soir, pas de volute de cigarettes, forcément loi Evin oblige, mais un plateau exceptionnel animé par Frédéric Tadei. Je remercie Jacques Chancel qui m'a dit un jour en direct dans Ce Soir ou Jamais, pourquoi vous ne refaites pas le grand échiquier? Et ben voilà, Jacques, je l'ai fait. Et donc sur nos écrans plats en couleur et en HD, désormais on va découvrir Julien Clerc, Alain Souchon, Renaud Capuçon, Francis Huster, Jacques Weber, Oxmo Puccino en duo avec Ibrahim Malouf, Bernard Pivot, Nicolas Bedos et tant d'autres, parmi lesquels il y aura des archives aussi quand même. Oui, beaucoup d'archives avec des magnifiques photos d'ailleurs qui passent derrière sur le plateau et des voix, dont une immense voix qui était habituée de ce plateau, et c'est Barbara Hendricks. Oh, freedom. Ooh, freedom. Ooh, freedom over me. And before I'll be slain. Un seul regret, alors ça c'est ce que vous entendrez ce soir, c'est un extrait de l'émission. Un seul regret, programmer une telle émission de 4h à 22h45. Pourquoi c'est pas du ça prime me paraît time, un peu tardif. Pourquoi c'est pas du allez prime savoir, time la réponse de France 2, c'est de dire que la case culturelle est en deuxième partie de soirée. Eh ben, je suis sûr que notre réponse, quand on l'aura vue, soit en direct, soit en replay, ce sera de dire c'est dommage, c'est du gâchis. Rideau sur le kiosque.